Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Surfing Bitcoin. Surfing Bitcoin, c'est le podcast qui va vous permettre de découvrir Bitcoin, d'en apprendre davantage sur l'économie et l'éducation financière de manière générale. J'ai l'honneur d'être en présence de Jean-Marc Daniel pour ce deuxième épisode. Donc très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Marc Daniel, donc professeur émérite à l'ESCP, chroniqueur sur BFM Business et qui anime d'ailleurs plusieurs émissions. Et du coup considéré comme un économiste libéral. Est-ce que Absolument. peut-être vous voulez répéter ce que vous avez dit dans l'épisode 1? Oui, je peux répéter ce que j'avais dit dans l'épisode 1. Dans l'épisode 1, j'avais dit que pour moi, c'était un pléonasme, qu'un Voilà. économiste était forcément libéral. Mais je reconnais que, surtout en France, ce n'est pas une évidence. Et donc, après tout, le préciser, c'est pas mal. Et à ce moment-là, cette précision ne me heurte pas. Bon, tout va bien. En tout cas, dans cet épisode 1, on a parlé de beaucoup de choses, donc je vous invite évidemment à le revisionner si c'est pas le cas. En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'un sujet presque un peu plus polémique. Et d'actualité, quelque part, surtout, à l'approche de la présidentielle et surtout, là, quand on voit l'état, évidemment des finances publiques, en France, c'est: «Et si l'euro n'existait plus dans 20 ans?» Voilà, c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Donc, à partir de ce sujet, on va essayer de dérouler plusieurs, thématiques et j'aimerais vous interroger sur une première question, de rappeler quelque part alors très rapidement, de rappeler pourquoi finalement, les Européens ont décidé de créer l'euro. Donc si je dis pas de bêtises, c'était en 2002 qu'il est sorti? Il a été Voilà, installé en 2002, oui. voilà, le 1er janvier? 1er janvier, Absolument. voilà, donc 1er janvier 2002 et quelle était justement à l'époque, encore une fois en étant assez rapide parce qu'on a beaucoup de choses à voir après, la logique justement de cette création de l'euro? Pourquoi est-ce qu'on a créé l'euro, au départ? Quelle était sa promesse? Et avec le recul, quelques années plus tard, est-ce que ces promesses ont été, tenues? Et est-ce que finalement l'euro a rempli sa mission? Alors, la question est effectivement une question très importante parce que l'euro a été contesté d'emblée, y compris par des gens réputés comme étant libéraux. Moi, je suis Mmh. favorable à l'euro et j'ai. À l'époque, vous étiez favorable? Oui, Ouais, ouais. absolument. J'ai OK. voté oui au traité de Maastricht puisque c'est rentré en 2002 suite à un traité qui a été signé au début des années 90 et qui a été approuvé en 92 par référendum Le traité de Maastricht. par le traité de Mmh. Maastricht. Et et donc, des gens comme Milton Friedman disaient, «C'est pas possible, il faut surtout pas faire ça» parce que alors l'argument était simple, c'est que, l'économie allemande avait vocation à continuer à accumuler des excédents extérieurs. L'économie française avait une tendance naturelle à être plutôt en situation de déficit extérieur et donc une économie en excédent extérieur doit voir sa devise s'apprécier et une économie en déficit extérieur, sa devise se déprécier. Donc c'était plutôt une logique de change, de taux de change, de rapport avec les autres monnaies, plutôt qu'une logique de dynamique intérieure et de rapport à l'inflation, rapport à la croissance économique. Alors en fait, la promesse, c'était quoi? Quand on regarde bien, historiquement, au tout début, il y a le système monétaire européen et donc le système monétaire européen, avait comme vocation à faire en sorte qu'on puisse déterminer un prix unique en Europe des biens agricoles. C'est-à-dire qu'il y avait une politique agricole commune qui fixait un prix, mais si les monnaies bougeaient tout le temps, le prix, bougeait tout le temps et donc il y avait ce qu'on appelait des montants compensatoires monétaires. Personne ne comprenait comment ça fonctionnait. Il y a eu, heu une séquence célèbre au moment des élections européennes de la fin des années 70 où Jacques Chirac explique ça à la population et donc comme il n'a pas compris lui-même, l'explication est totalement farfelue. C'est un des grands moments de télévision OK, OK. et donc Je sais pas d'ailleurs si on pourra retrouver cet extrait, ah s'il oui, si vous existe? si vous OK, arrivez à on va trouver chercher parce que c'est vrai que ça peut être voilà drôle, ouais. et donc bon et donc ce système monétaire européen, en fait, en Mmh. 1988, pour moi, c'est véritablement là que ça bascule. En fait, ça bascule au moment des accords du Louvre. Je sais pas, en 1987, il y a une telle, volatilité des devises et des changes, notamment entre le mark, le yen et le dollar, que tout le monde se réunit à Paris, au Louvre, rue de Rivoli, où est encore le ministère de l'économie et des finances et les Européens se mettent d'accord avec les Américains pour avoir une sorte
non pas de retour au change fixe, mais une sorte de code de bonne conduite qui fasse que on essaie, notamment dans la détermination de taux d'intérêt, de faire en sorte que ça ne perturbe pas trop le marché des Une changes. forme de stabilité. De stabilité, bon. Et puis arrive le krach boursier de 87 à la bourse de New York. La Réserve fédérale baisse considérablement ses taux d'intérêt. La conséquence, c'est une envolée du mark et du yen. Les Européens et les Japonais vont voir les Américains en leur disant, écoutez, et les Américains disent, oh, écoutez, on s'en fout. Circuler, il n'y a rien à voir. Et donc en 88, quand on regarde le sommet d'Évian qui lance l'opération qui va déboucher sur Maastricht et qui va... Le véritable projet de Mitterrand et de Kohl, c'est de créer une devise, une monnaie, mais une devise qui soit reconnue internationalement et qui permette effectivement aux Européens de rivaliser sur le plan monétaire avec le dollar et les États-Unis. Alors ça n'a pas du tout été réalisé. C'est-à-dire Mmh. c'est un échec complet. L'euro même a plutôt tendance à avoir dans les réserves des banques centrales une place moins importante que le cumul des monnaies qui ont précédé. C'est-à-dire si vous rajoutez le franc français, la lire Mmh. italienne, OK. la pesette Le mark, et le ouais. mark allemand, vous avez en proportion plus de ces monnaies dans les réserves des banques centrales que de l'euro à l'heure actuelle. Donc ce projet-là n'a pas réussi. Le deuxième projet, c'était effectivement, indépendamment des montants compensatoires monétaires, de faire en sorte qu'il y ait une forme d'uniformité des prix et des salaires, une sorte de marché de biens et des services qui se généralise au niveau de l'Europe grâce à l'existence d'une monnaie unique. Alors ça a plus ou moins bien marché, mais le taux d'inflation est à peu près relativement homogène à la surface de la zone euro, avec des effets, ce qu'on appelle Balassa-Samuelson, c'est-à-dire les pays qui sont les moins développés ont un peu plus d'inflation que les pays les plus développés, c'est assez naturel. Donc il y a un peu plus d'inflation dans dans l'Europe de l'Est, dans les Mmh. anciennes démocraties populaires et puis dans les pays d'Europe du Sud, mais là ça a plutôt assez bien fonctionné. Et puis il y avait la troisième chose, c'est que pour garder, il y avait cette idée d'une sorte de politique économique partagée, commune, avec les critères au départ de convergence pour entrer dans la zone et ensuite le pacte de stabilité et de croissance. Alors ça aussi, ça n'a pas du tout marché parce que les gens ne respectent pas ça. Là aussi, pour en revenir à Jacques Chirac, lorsque pour la première fois la France a été mise en demeure de respecter le pacte de stabilité et de croissance, c'est ce que rappelle Jean-Pierre Raffarin, qui était le Premier ministre de l'époque. Il dit, je raconte ça à Chirac, il dit Bruxelles est très mécontent. Et Chirac répond, écoutez, Bruxelles, ils vont pas nous envoyer des chars. Hein. D'abord, ils n'en ont pas. Et donc, effectivement, le truc repose effectivement sur l'autodiscipline. Alors, est-ce que ça veut dire que l'opération est condamnée? En fait, tout ça a fonctionné de façon très pragmatique. Si vous regardez le quantitative easing de Mario Draghi, en fait, il est issu d'une décision du Conseil européen de juillet 2012 qui va donner sa déclaration whatever it takes. Et donc, les décisions qu'il prend sont totalement illégales. C'est-à-dire que la politique de quantitative easing est totalement interdite par le traité de Maastricht. D'ailleurs, est-ce qu'on peut peut-être resituer qu'est-ce qui s'est passé, ces années-là? Et pourquoi, en fait, Mario Draghi a décidé parce qu'il l'a pas fait comme ça, il s'est pas réveillé un matin en disant: Non. «Il y avait bien une raison logique». Est-ce que vous Oui, oui, il pouvez, y avait une raison logique. oui. C'est-à-dire que la règle du jeu qui était mise en place, c'était effectivement que d'ailleurs, qui a été ensuite reconfortée par d'autres traités, c'est-à-dire que il n'y a pas de déficit budgétaire et que les célèbres 3%, c'est des déficits momentanés quand on est dans En une... théorie. En théorie, en théorie. Parce que l'édifice qui est mis en place, c'est les finances publiques sont équilibrées. Et puis, dans les phases de récession, dans les phases de l'économie est cyclique, donc il y a des périodes de ralentissement, il y a des périodes d'accélération. Et donc, dans les périodes de ralentissement de la croissance, eh bien, on accepte un déficit budgétaire. Et donc, ce déficit budgétaire doit, avec 3% de déficit, doit à peu près permettre de lisser les dégâts du ralentissement économique. Et en revanche, dans les périodes qui sont les périodes fastes, on accepte l'idée d'avoir un excédent qui permet de reconstituer les marges de manœuvre pour aborder la récession, le Sauf qu'il se cycle. trouve qu'il y a rarement eu des excédents, ça c'est un autre Et alors, il problème. n'y a jamais eu d'excédent, et on arrive dans une situation où, effectivement, on arrive à un certain nombre de gens qui disent, écoutez, mais vous faites trop de déficit, vos déficits. Et c'est la réponse de Chirac, ils sont où les chars? Elle est où la sanction? Et donc arrive en 2008-2009, non seulement les déficits ne sont plus sanctionnés, mais c'est ce que je disais dans l'émission précédente, dans la fois précédente où nous nous sommes vus, Nicolas Sarkozy avait créé un ministère de la relance.
C'est-à-dire qu'on remet en selle les vieilles lunes keynésiennes en disant mais 3%, qu'est-ce que c'est 3%? Mais on doit pouvoir atteindre 6%, 7%, 10%, allons-y. Et donc il arrive un moment où C'est effectivement dingue. la dette commence Ouais. à exploser. Et à partir de ce moment-là, la question qui se pose, c'est qui va acheter la dette? Et qui va acheter la dette grecque? Et donc, alors il y a un débat, des gens qui disent les marchés, non, les marchés ne veulent pas. Alors il y a certains qui disent, mais le FMI. Il y a quand même des gens qui disent, écoutez, mais le FMI, c'est fait pour les déficits de balance des paiements courants, puis c'est totalement extérieur à l'Europe, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver? Et donc, on dit, mais on va tordre le bras du traité de Maastricht, puisque le traité de Maastricht dit équilibre, et donc pas de dette supérieure à 60% du PIB. Et la Banque centrale ne rachète pas de dette. Elle la prend en pension, mais elle ne la rachète pas. Et donc Mario Draghi, lui, il fait le quantitative easing parce que le Conseil européen, parce que les politiques lui disent, tu as le droit de le faire. Alors il y a une hypocrisie incroyable Bah ouais. qui consiste à dire, mais ce ne sera pas la BCE, mais ce sera les banques nationales, puisque le système qu'on appelle la zone euro, c'est un système européen de banque centrale. Donc il y a la banque centrale, et puis Il y a chaque pays a gardé sa banque centrale. Bon. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, le système est devenu un système qui réagit de façon très pragmatique. C'est-à-dire, par rapport à votre question, est-ce qu'il a rempli ses objectifs? Non. Mais il a décidé que ses objectifs n'étaient pas les vrais objectifs. Qu'ils avaient défini lui-même initialement. Voilà, Ah, c'était ouais, plus ça les objectifs. effectif. Et donc, d'année en année, on adapte les objectifs. Donc les règles changent. Les règles changent et on s'adapte. Et bon, Hmm. et le système peut se dire, après tout, il a réussi dans la mesure où, vis-à-vis de l'inflation a été contenue, à part quelques périodes un peu aberrantes, mais l'inflation a été contenue. Et l'attractivité du système est réelle. C'est-à-dire que régulièrement, il y a des pays qui demandent à rejoindre la zone euro, à qui on dit, mais vous savez, c'est une discipline, tout ça. Et donc, donc la Croatie récemment, bientôt la Bulgarie. Donc, un certain nombre de pays considèrent qu'effectivement, rentrer dans la zone euro, c'est à la fois avoir une forme de sécurité vis-à-vis de sa monnaie, parce que on s'adaptera. Une fois qu'on est dedans, on ne peut plus vous sortir. L'expérience Bah, grecque a c'est ça. sorti. On ne peut pas vous sortir. Donc, si vous avez un problème, on finira bien par trouver une solution pour vous venir en aide. Parce que donc on se rappelle de Mario Draghi, président de la BCE, qui a donc initié ce fameux quantitative easing, et évidemment, ses successeurs s'en sont donnés à cœur joie pour répliquer évidemment bah, des achats massifs de dettes, hein, parce qu'évidemment pendant le Covid, alors c'était plus le whatever it takes de Draghi, mais c'était le quoi qu'il en coûte de Macron. Oui. Donc finalement, en fait, on est dans la parfaite continuité du maître Draghi, quelque part, parce que c'est lui qui a initié cette dynamique, on peut dire, voilà, de quantitative easing, hein, voilà, si je dis pas de bêtises, et qui depuis, en fait, s'est accentué, ce qui du coup a accentué le problème. Exactement. C'est-à-dire que la Banque centrale, encore une fois, qui ne devrait pas acheter de... Alors, elle n'achète pas directement la Oui, dette publique. c'est l'hypocrisie. Bon, C'est voilà, l'hypocrisie. mais bon, voilà. Et donc, c'est les banques locales qui rachètent et tout ça. Mais donc, le bilan de la Banque centrale n'a pas arrêté de se gonfler. Et alors, un certain nombre de gens ont dit, mais c'est pas grave, regardez aux États-Unis, c'est déjà aussi le cas. Regardez au Japon. Tout le monde dit que la force du Japon, c'est que c'est la population qui détient la dette publique. C'est pas la population, c'est la Banque centrale qui détient la dette publique. Sauf que quand on fait financer comme ça de la dette publique à la fin des fins, c'est la création de monnaie. C'est-à-dire les banques créent de la monnaie et puis balancent ça à la Banque centrale. Et donc, C'est le fameux argent magique, c'est l'argent magique. etc. Et donc, la menace, c'est effectivement la menace d'inflation. Et alors, les gens qui défendent ce qui se passe, qui défendent, disent, écoutez, mais l'inflation n'est pas là. Et même, on pourrait considérer, comme aux États-Unis, que cette inflation, elle est masquée par le déficit extérieur. C'est-à-dire que les gens qui analysent la situation des États-Unis disent, aux États-Unis, vous avez un déficit budgétaire énorme, la Banque centrale le finance, donc elle injecte de la monnaie. Cette monnaie crée une demande qui est une demande excédentaire, mais cette demande excédentaire ne se porte pas sur les prix, elle se porte sur les importations. Et donc, vous avez un déficit des États-Unis qui est un déficit colossal. C'est-à-dire, les États-Unis, c'est une dette publique abyssale et c'est 2 tiers des déficits des balances des paiements courants. L'Union européenne n'a pas de déficit extérieur, la zone euro n'a pas de déficit extérieur. Et c'était exactement le sujet de ma prochaine question. C'est, si je dis pas de bêtises, depuis des dizaines d'années, la croissance de la zone euro est significativement plus faible que celle des États-Unis.
Et sauf que c'est pas dans son mandat, Voilà. contrairement évidemment à la Fed. Mais sauf que, est-ce que quelque part, il n'y avait pas aussi cette promesse, en tout cas lorsque l'euro a été créé, quelque part de concurrencer le dollar, en tout cas de concurrencer les États-Unis, aussi quelque part sur la dynamique de croissance? Alors, Même si c'était pas écrit dans les oui, statuts. oui, il y avait Voilà. plus ou moins, c'était pas dans les statuts, mais Mmh. c'était dans le discours. Il y avait Voilà. effectivement, grâce à la zone euro, comme il y aura pas d'incertitude sur le change, comme on pourra C'est faire ça. Mmh. circuler les capitaux d'Allemagne en France et tout ça, et pas uniquement les marchandises, pas uniquement les produits agricoles, à partir de ce moment-là, il va y avoir une dynamique de croissance. Or, l'Europe, par rapport aux États-Unis, l'Europe n'est pas du tout dans la même situation en termes de croissance. Pourquoi? Parce que les États-Unis vivent à crédit, alors que l'Europe, elle Mmh. accumule des excédents extérieurs. Alors on dit, mais pourquoi? Alors c'est un peu le rapport de Draghi. Draghi dit, il y a toute cette épargne, c'est des excédents extérieurs, c'est de l'épargne. On pourrait l'investir en Europe. Et en fait, un des problèmes de l'Europe, c'est que il n'y a plus personne à mettre dans les usines. C'est-à-dire, un des problèmes de l'Europe, c'est le vieillissement de sa population. C'est-à-dire que la Mmh. référence de l'Europe, c'est de moins en moins les États-Unis et de plus en plus le Japon. C'est-à-dire la capacité à utiliser cette épargne pour générer non pas une croissance sur son territoire, mais pour s'associer aux endroits où il va y avoir de la croissance. Et donc, moi, je pense qu'un des enjeux de la zone euro, c'est maintenant effectivement la capacité à projeter son épargne vers les pays qui vont être en forte croissance, comme l'Inde, l'Indonésie ou l'Afrique subsaharienne. Et là, on rejoint la fragilité de la zone euro. Pourquoi je dis ça? Parce que les Allemands disent, écoutez, si on doit acheter des usines en Inde, il faut qu'on ait un euro fort, parce que l'euro fort nous permettra d'acheter des usines pour pas cher. Les Français disent, si on veut continuer à avoir des excédents, il faut avoir un euro faible pour pouvoir exporter et donc préserver notre tissu industriel, parce qu'on a quand même encore besoin d'avoir des emplois compétitifs, et donc il faut un euro faible. Et donc, grosso modo, les Allemands voudraient un euro à un euro égale 1,40, 1,50 dollars, et les Français voudraient un euro égale 1 dollar. Et c'est là qu'est la plus forte fragilité pour moi de la zone euro. OK. Et d'ailleurs, c'est une parfaite, transition pour la suite de ce podcast qui était: est-ce que l'euro survivra, aux années 2030? Et ça me permet d'introduire un sujet qui est, passionnant, qui est la guerre des monnaies. Donc évidemment, l'euro aujourd'hui, est, directement concurrencé par le dollar, par le yuan, par le yen et par potentiellement cette nouvelle monnaie des BRICS. Et finalement, comment l'euro peut, sortir, finalement gagnant de cette guerre des monnaies? Est-ce que ça reste plausible ou c'est tout simplement déjà, terminé et que, l'euro a perdu vis-à-vis de toutes ces, autres devises? Alors ça dépend quel objectif on se donne, qu'est-ce que c'est que la victoire dans une guerre des monnaies? Mmh. Parce que là, vous avez en ce moment, ce qu'il y a d'intéressant dans les délires qui entourent Donald Trump, c'est qu'il y a, de temps en temps des choses sensées. Et donc, dans tous ces personnages assez bizarres qui Mmh. l'entourent, et donc, alors il y a Peter Navarro qui est un personnage qui fait des citations d'économistes qu'il invente en faisant, des anagrammes de son C'est qui propre Peter nom. Navarro, pardon? Peter Navarro, C'est c'est le un économiste qui est un des principaux conseillers d'accord, de Trump? de Trump. Et alors, comme on lui dit qu'il est le seul, il a écrit des articles où il cite d'autres économistes qui n'existent pas. Ah En oui? fait, C'est ChatGPT quoi, oui, 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 en fait, il hallucine quoi. voilà. Et alors, il y a eu une forme d'honnêteté. Il prend les anagrammes de son nom. C'est dingue ça. Oui, absolument. Mais OK. alors, un de ses grands arguments, c'est de dire, écoutez, pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes de monnaie et tout ça? Parce que lorsqu'on est passé au change flottant dans les années 70, notamment la promesse des monétaristes et de Friedman, c'était de dire, avec l'échange flottant, vous allez avoir un équilibre qui va se faire, c'est-à-dire que le taux de change d'équilibre va apparaître de l'organisation du marché monétaire international, et donc les balances des paiements courants vont s'équilibrer automatiquement. Dès qu'il y aura un déficit, la monnaie perdra de sa valeur sur le marché des changes, ce qui permettra de revenir à l'équilibre. Dès qu'il y aura un excédent, au contraire, elle s'appréciera. Et bon. Or, c'est pas ça qui s'est passé, dit-il. Et pourquoi c'est pas ça qui s'est passé? Parce que les gens ont voulu conserver les dollars. C'est-à-dire, quand vous aviez des dollars, quand vous avez des dollars, normalement, pour que ce mécanisme fonctionne, il faudrait que vous vous disiez, bon, c'est pas ma monnaie, donc j'échange ces dollars contre ma monnaie. Pas du tout. Les gens disent, je garde ces dollars
et ils se sont mis à acheter les États-Unis. Alors vous avez un autre personnage qui s'appelle Stephen Miran, qui est un économiste qui dit, tout le monde pense que c'est un privilège qui est donné aux États-Unis de pouvoir gérer la monnaie mondiale, mais il dit au contraire, c'est complètement détruit notre souveraineté, parce que nous avons été en déficit, ça ne posait aucun problème, on payait ces déficits en dollars, on donnait des dollars à nos Japonais, aux Allemands, à tous nos fournisseurs, aux Chinois. Et il dit, quand c'était les Japonais et les Allemands qui avaient ces dollars, après tout, on envoyait l'ambassadeur voir le chancelier ou le premier ministre japonais et on lui dit, écoutez, les dollars, vous les gardez, mais sous forme de bons du trésor, hein. Vous achetez pas les usines, vous achetez pas. Les Chinois, on ne peut pas convoquer le secrétaire du Parti communiste en lui disant, voilà ce que vous allez faire des dollars. Et donc, ils commencent à acheter euh, notre appareil productif. Et donc, il dit, le fait d'avoir la monnaie de référence fait qu'un certain nombre de gens veulent la conserver. Et pour la conserver, ils achètent notre patrimoine. Et donc, c'est plutôt en train de se retourner contre nous. La position des Européens, encore une fois, c'est de dire, nous, il faut qu'on ne soit pas en déficit. Il faut, encore une fois, qu'on soit comme les Japonais, qu'on soit comme les Chinois, qu'on soit en train de se constituer un patrimoine au niveau international. C'est-à-dire que nos excédents, notre euro, notre monnaie nous permettent de devenir les propriétaires de la planète. Alors, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? C'est en train de plutôt assez bien marcher quand vous regardez. OK, OK, ouais. Quand vous regardez les pays qui sont en train de détenir le reste de la planète, en tête, vous avez l'Allemagne maintenant et le Japon, en deuxième position. Parce que alors si je dis pas de bêtises, la dette française, donc elle est donc libellée en En euros, euros. mais il y a plus de 50 qui est détenu par des non-résidents. Absolument. Alors les non-résidents d'ailleurs, on ne sait pas si c'est forcément d'ailleurs je sais pas quand on dit non-résident, c'est non-résident français ou non-résident européen d'ailleurs? C'est non-résident français. Oui voilà, OK. La dette, alors ça, c'est la dette publique, parce que La vous dette, avez ouais. les comptes d'un pays et les comptes Mmh. de son État. Je reviens Mmh au Japon, vous mh. avez un État qui est très endetté. Donc effectivement, la dette est détenue par la Banque centrale, et donc, mais c'est un État qui est très endetté. La dette publique française, effectivement, elle est détenue à moitié par. Alors, on compte parmi les étrangers la Banque centrale. Oui voilà, On ouais. compte parmi les étrangers OK. Ah oui d'accord, OK, ouais. la Banque centrale. Mais Mmh. effectivement, la conséquence de ça, c'est que c'est la même chose pour les États-Unis. Vous prenez là aussi un exemple assez célèbre. Au moment où Trump s'est abattu sur le Japon, le- les Japonais ont fait valoir qu'ils avaient un déficit commercial. Et, euh, on n'est pas les méchants. Les méchants, c'est les gens qui font des excédents commerciaux. Qui fait un excédent commercial? La Chine. Qui fait un excédent commercial? L'Europe. Nous, on est en Mmh. déficit. Mmh. Alors, effectivement, ils ont un déficit commercial de 100 milliards de dollars. Et donc, sauf que le secrétaire au Trésor américain a dit, mais ces 100 milliards de dollars, c'est moi qui les paie. Parce que ce que détient la Banque centrale du Japon sous forme de dette publique américaine rapporte 100 milliards de dollars au Japon. Donc, le Japon sort 100 milliards de dollars pour compenser son déficit commercial. Et le lendemain, je lui fais un chèque de 100 milliards de dollars qui vient réabonder ses comptes et qui vient lui permettre d'avoir ce déficit commercial. Et donc, le problème de la France, c'est qu'effectivement, nous, on fait un chèque aux gens qui détiennent notre dette publique, mais et nous, on fait le chèque, nous, on fait pas, on est dans la position des Américains et pas dans la position de Mmh. recevoir Bien l'argent sûr. issu de la détention de l'avoir. Et donc là, on rejoint ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'un des gros problèmes, c'est que vous avez un pays qui est l'Allemagne, qui dégage des excédents, qui accumule des excédents, Mmh. qui veut acheter des appareils de production à l'étranger, la même situation en Italie, la même situation maintenant en Espagne, et puis un pays, la France, qui dit non, non, il faut, au quotidien, il ne faut pas qu'on ait une monnaie trop forte parce qu'il faut qu'on puisse effectivement continuer à exporter. OK. Alors maintenant, parce que je vais quand même rester sur ce thème de la guerre des monnaies, j'entends que pour les raisons que vous venez de dire, l'euro quelque part, a sorti, bah, justement sa carte, son va-tout, de par son histoire et de par sa stratégie de ressembler au Japon. Néanmoins, du point de vue, de la réserve, monétaire mondiale, le dollar reste hégémonique. Donc c'est-à-dire que là, si je comprends bien aussi ce que vous dites, c'est que l'euro ne cherche même pas à concurrencer le dollar de ce point de vue-là. Donc ils ont renoncé à ça. Et Ils encore une ont fois, voilà, c'est ça, c'est on en revient à l'argument de Stéphane Miran et tout ça. C'est-à-dire que, comme le dollar a été une monnaie mondiale, a été utilisée par tout le mmh monde, et ça a permis aux gens
aux États-Unis de vivre au-dessus de leurs moyens. Mais ça a eu comme conséquence ces accumulations de réserves dans les banques centrales. Bon, c'est des bons du Trésor, ça n'a pas de conséquences. Mais quand la Chine décide de ne pas avoir des bons du Trésor, mais d'avoir des actions, ou acheter des ports, ou acheter... À ce moment-là, vous avez une perte de souveraineté. C'est-à-dire que le système qui vous a permis de donner une forme d'insouciance à votre population en disant allez-y, vous pouvez consommer, vous pouvez dépenser, ça n'a aucune importance. On envoie des dollars, tout le monde accepte les dollars. Les gens qui ont ces dollars finissent par dire mais écoutez, mais je vais m'en servir et pour vous acheter, c'est-à-dire je vais acheter votre appareil productif. Et donc les Américains se disent finalement c'était d'ailleurs donc Stéphane Miran là il dit on a parlé de privilèges exorbitants, il dit c'est un privilège empoisonné. C'est-à-dire que ça nous a, au début, ça nous a bien servi, on a pu bien vivre, mais maintenant, on est en train d'être dépossédés. Et les Européens sont en train de se dire la même chose. Ils se disent, c'est peut-être pas aussi avantageux que ça d'avoir effectivement distribué sa monnaie partout, d'utiliser sa monnaie pour vivre au-dessus de ses moyens. Gardons effectivement cette idée que, vu la situation démographique, on va avoir besoin, comme le Japon, d'avoir placé de l'argent dans les pays jeunes. OK. Alors maintenant, j'aimerais revenir, sur, un sujet évidemment qui est important et qui est plutôt d'actualité. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus qui est évidemment dans la continuité de ce qu'on vient de dire. C'est la question évidemment des stablecoins et des MNBC, donc monnaie digitale de banque centrale. On a vu avant, l'élection de Trump que, Biden était plutôt pour créer un dollar numérique. Mmh. On a vu Trump, au moment, de la campagne et d'ailleurs il l'a déclaré dans la plus grosse conférence bitcoin, à Nashville, si je dis pas de bêtises, en juillet, 2024 et il a, d'ailleurs, donc c'était, je sais pas si vous avez vu ce passage, mais, donc il était devant évidemment, une armée de bitcoiners, qui est évidemment très hostile aux monnaies digitales de banque centrale et il a annoncé à ce moment-là, qu'il était évidemment farouchement opposé à la création d'un dollar numérique, contrairement à Biden. Et évidemment que lorsqu'il a accédé au pouvoir, il a matérialisé évidemment ce qu'il avait dit en ne lançant pas un dollar numérique, alors qu'il y avait eu quand même déjà des expérimentations avec Biden. Et mon point, c'est d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez des monnaies digitales de banque centrale, sachant que par opposition à Trump, Christine Lagarde, en tout cas en Europe, il y a une sorte de consensus sur la création de cet euro numérique qui, pareil, est en expérimentation depuis, je sais pas, 5 ans, avec d'ailleurs des millions de dollars, enfin des millions d'euros, pardon, dépensés dans cette expérimentation où en fait on ne sait même pas vraiment à quelle sauce on va être mangé. Mmh. Qu'est-ce que vous pensez des monnaies digitales de banque centrale? Alors, je pense que sur ces monnaies digitales de banque centrale, il y a un effet de mode. Il faut être à la mode. Il faut le billet, c'est fini, c'est ringard. Mais ça veut dire si on fait une monnaie digitale, il y a déjà une monnaie digitale. C'est la monnaie de la banque commerciale. Je veux dire, Clairement. La banque commerciale, Voilà, en fait, c'est du digital, c'est c'est des du- chiffres sur un ordinateur. oui, c'est des chiffres sur un ordinateur. On est Maintenant, d'accord. même les cartes de crédit sont Ouais, en train bien sûr. de disparaître. On est sur son ordinateur ou sur son téléphone, Bien puis on sûr, fait bien les sûr, mouvements bien sûr. de crédit. Bon. Mmh. Et donc, à ce moment-là, la banque centrale va être en concurrence avec les banques commerciales. Alors là aussi, c'est une espèce d'évolution historique pendant des années, euh, mais pas qu'en France. La question était de savoir est-ce qu'on autorise la banque centrale à avoir des comptes courants. Et donc, c'était très chic d'avoir un compte courant à la Banque de France. Et donc, parce que c'était réservé à une petite élite. Et bon, et puis progressivement, on a dit, écoutez, il faut normaliser tout ça. Et donc, la Banque centrale n'est pas là pour faire des activités que font les banques commerciales, chacun son métier. Et donc, on a supprimé l'accès du grand public au compte courant de Banque centrale. Avec les monnaies digitales, on va réintroduire ça. Et donc, Et donc les banques commerciales, du coup, ne sont pas très contentes. et donc les banques commerciales hurlent, d'autant plus qu'on leur dit, au moins il y a une chose qui est sûre, c'est que la monnaie de la banque centrale, elle est protégée. Et on en revient au code monétaire et financier, qui est non, c'est pas ma Bible, mais enfin c'est un livre. Normalement, il y a ce qu'on appelle le privilège d'émission. Lorsque vous avez un billet de banque, lorsque vous avez un titre de monnaie de la banque centrale, eh bien
les commerçants sont obligés de l'accepter. Alors qu'un commerçant peut dire, écoutez, je ne prends pas l'échec de cette banque, cette carte de crédit me paraît bizarre, bon, bref. Et donc, naturellement, si on a une monnaie qui est protégée par la loi et qui a exactement les mêmes caractéristiques que la monnaie de la banque commerciale, tout le monde va se précipiter. Et donc, il va y avoir des plafonds, il va y Oui, mais voilà, avoir... c'est ce que je dis, c'est que Christine Lagarde, parce qu'évidemment, les banquiers commerciaux sont arrivés la voir en disant Christine, en fait, tu es en train de nous tuer notre business. Mais elle, ce qu'elle dit, c'est que ce fameux plafond à 1 000 euros. Voilà, il va y avoir. Un Alors, plafond. et donc tout le monde va avoir son plan. Et Ouais. donc, on va refaire Mm. un mécanisme de thésaurisation, c'est-à-dire que tout le monde va avoir 1 000 € bloqués à la Banque centrale. Et Mhm. puis, on dira, c'est la monnaie, c'est la loi de Gresham, c'est la mauvaise monnaie chasse la bonne. On va Mhm. considérer que la bonne, ce sont ses comptes, donc on n'y touchera jamais. Et donc, il y aura une sorte de mécanisme qui sera. Alors, Et il y a d'ailleurs, il n'y des. aura pas une forme de non-fongibilité, quelque Absolument, part? absolument, absolument. Et il y a un Quelque certain part, nombre ouais. des gens qui me Mhm. disent, notamment les partisans de l'hélicoptère-monnaie et tout ça, qui disent Mhm. ça va être une espèce de moyen pour la Banque centrale Ah de bah gérer oui, la quantité de monnaie qu'utilise la population. clairement. Quand on va vouloir faire une politique de déflation, on augmentera le plafond. Et donc, à ce moment-là, les gens diront, bon, ben, je porte ma monnaie là. Quand on voudra faire de la relance et une politique, au contraire, de mise en circulation de davantage de monnaie, de Mhm. accélération de la vitesse de circulation de la monnaie, à ce moment-là, on baissera le plafond, ce qui obligera les gens Mhm. à aller vers les banques commerciales et à remettre ça dans le circuit. Alors après, je pense qu'il y a, et c'est pour en venir à Bitcoin et tout ça, Mhm. la Banque centrale, c'est une institution publique. Et donc, il y a l'idée que derrière, il y a le Léviathan, il y a les gens qui regardent ce que vous faites. Vous savez, il y a des rapports qui disent que, en fait, euh, le liquide est très utilisé. Il y a encore une utilisation importante du liquide parce qu'il y a, bon, il y a des mécanismes de Mhm. thésaurisation. Et puis alors, quand on regarde, bon, évidemment, la mafia et tout, c'est ce que disaient certains banquiers centraux. De toute façon, notre allié sur l'utilisation du liquide, c'est la criminalité, parce que la criminalité fonctionne. On accuse beaucoup le Bitcoin d'être assis, en fait, d'avoir suscité une utilisation par la criminalité, Mhm. mais la criminalité préfère effectivement les Elle valises elle avec préfère les dollars, ça c'est sûr, hein, les ça dollars c'est encore une physiques. autre hypocrisie, Et, oui, bon oui, bref. Mais oui, oui. et la zone euro a été obligée pratiquement d'arrêter d'émettre des billets de 500 € parce que ça permettait de faire des transferts de fonds beaucoup plus facilement qu'avec des dollars, puisque on s'arrête à Mhm. 100 $. Et alors, vous avez aussi une anecdote, je ne sais plus qui racontait ça, un des membres de la Banque Centrale Européenne qui dit, écoutez, moi, les billets, je les utilise dans les hôtels à 5 heures de l'après-midi. Et donc, on voit à quoi on utilise les billets à 5 heures de l'après-midi dans un hôtel. Donc, bon, donc, il y a une, OK. il y a une forme de Oui, discrétion dans le sûr. Oui, billet oui, oui, bon. Et donc, je pense que la monnaie digitale de banque centrale, clairement. c'est un effet de mode, c'est-à-dire, Mhm. c'est moderne. Le billet, Mhm. c'est Philippe, Mhm. voilà, c'est les 200 familles. Mhm. C'est ça. Mais fondamentalement, le billet correspond effectivement au rôle de la banque centrale. Donc en résumé, pour résumer votre propos, vous êtes plutôt hostile aux monnaies digitales de banque Oui, centrale tout à fait. dans leur, même dans leur application, dans leur fonctionnement et dans leur conception? Tout à fait. Je OK. pense que le bon vieux cash, alors je pense que Mmh. le chéquier va disparaître, que de ces choses-là, mais que le vrai cash, effectivement, correspond avec un enjeu qui est un problème, effectivement, c'est que la mise à disposition de ce cash de la population suppose le maintien d'un réseau de distributeurs de billets Mmh. et les banques ne sont pas très Mmh. favorable à cette idée. C'est-à-dire la seule chose qui pourrait inciter les banques à accepter que la banque centrale vienne directement les concurrencer, et que ça leur permettrait de ne plus avoir à gérer ces distributeurs. Bien sûr. OK, donc ça c'est, dit et ça me permet c'est une excellente transition pour la suite qui est justement la posture de Donald Trump sur les stablecoins dollars. En gros, donc lui, il a affirmé qu'il était contre les MNBC, clairement. Et là, donc, en juillet dernier, donc il a, lancé ce qu'on appelle le Genius Act, c'est-à-dire qu'il va favoriser, la création des stablecoins dollars. Je rappelle rapidement quand même, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, dans le marché des stablecoins, c'est 99,8 des stablecoins qui sont, libellés en, enfin les volumes sont libellés en dollars. Mm. Bon. Mais quelque part,
on peut se dire que c'est, par capillarité assez logique parce que, le dollar est la monnaie internationale et que les stablecoins servent principalement aux paiements internationaux. Donc quelque part, c'est assez logique. Mais ce que je trouve intéressant, moi, personnellement, dans les stablecoins, dollars et ça, peu de gens, enfin, en tout cas, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais c'est que c'est un énorme moyen de financer des États. C'est-à-dire que, le plus gros stablecoin dollar, donc c'est l'USDT, donc Tether, je ne sais pas si ça vous parle, mais je crois qu'ils ont 10 de la dette américaine, déjà. Et peut-être que si jamais, et ce qui n'est absolument pas du tout comment dire, l'ambition de Christine Lagarde, qui justement, elle, dans la nouvelle réglementation MiCA dont vous avez probablement entendu parler, elle défend exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'elle, elle va surtout ne pas faciliter la création des stablecoins euros, tout simplement, pour promouvoir son fameux euro numérique. Tout ça pour dire que j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de Donald Trump de libéraliser encore plus finalement les stablecoins dollars et par opposition justement à la stratégie de la Banque centrale, enfin en tout cas de l'Europe et de Christine Lagarde d'être parfaitement en opposition à cette stratégie? C'est-à-dire que le stablecoin, en fait, c'est une forme que prend le dollar. On n'est pas exactement dans la même logique que dans le bitcoin Ah ou oui, non, on n'est pas encore. Vous inquiétez pas, oui, on va y venir. Mais là, pour l'instant, c'est oui. vraiment. On n'est pas dans la Non, non, logique du cryptoactif et tout ça. pas On du est tout, dans pas du une tout. logique où, Ouais, effectivement, ouais. d'une certaine façon, on essaie de contourner le système bancaire, c'est-à-dire le Mm. bon vieux système bancaire qui, avec ses comptes courants, on dit vous allez avoir des comptes qui vont être comme les comptes courants que vous aviez à la banque, puisque c'est du dollar, il y a un taux Mm, de mm, change mm. avec le dollar, mais c'est plus le banquier qui va le gérer. Et donc je pense que là aussi, il y a à la fois un côté fascination technologique, mais que la banque pourrait régler et tout ça. Et il y a un côté sur quel est le métier du banquier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend du Mais banquier. justement, pardon, le stablecoin, justement, n'est pas émis par un banquier. Absolument. Et c'est ça, et voilà, Oui, non, oui, ouais, c'est pour pardon. ça, on Ok, contourne le voilà, ok, oui, banquier. voilà, c'est ça. La grande idée, c'est de contourner le banquier, c'est Complètement. de faire en sorte que la finance échappe progressivement au banquier. Et donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on attend du banquier. Et donc, pour moi, la règle essentielle du banquier, c'est que c'est loans make deposit, c'est-à-dire le banquier, il est là pour effectivement à la fois gérer l'épargne, c'est-à-dire des choses qui existent déjà, et puis mais à l'orienter vers des activités productives, vers une vraie réflexion là-dessus. Et puis ensuite, il est là pour créer de la monnaie et il est là pour assumer ses risques avec des règles prudentielles qui sont... Bon. Le banquier est contourné maintenant pour deux raisons. La première raison, c'est on l'accuse de ne pas avoir la maîtrise technologique qui permettrait effectivement de répondre à toutes les attentes de la population. Et on l'accuse d'être routinier. Bon, or, en réalité, vous le dites vous-même, le stablecoin, c'est pour être sûr de son coût, pour éviter, comme on n'a pas accès à la sécurité de la banque centrale et tout ça, Mhm. on est obligé d'être encore plus routinier en réalité que le banquier. C'est-à-dire qu'on va vers l'actif qui est encore jugé comme étant l'actif sûr, c'est-à-dire la dette publique et essentiellement la dette publique américaine. En Complètement. ce sens, Christine Lagarde, elle est sous la pression, effectivement, notamment des pays du Nord, qui disent écoutez, on a déjà suffisamment de dette publique. Mettre en place des systèmes où on garantisse aux États que finalement, quoi qu'il arrive, ils trouveront Des acheteurs, des acheteurs de acheteurs. leurs titres, c'est peut-être pas une bonne mesure. Et donc on se trouve dans cette situation où vous avez d'un côté la fascination technologique, vous avez le fait que le banquier est déconsidéré, et vous avez en regard le fait que si vous allez jusqu'au bout, vous êtes dans une situation où vous allez favoriser la poursuite de l'endettement public, donc de choses que et si vous créez des monnaies digitales de banque centrale, vous allez favoriser des systèmes qui sont des systèmes de thésaurisation et surtout des systèmes où une autorité publique administrative va avoir un droit de regard sur ce que vous faites de votre argent. Et donc, à partir de ce moment-là, je crois que on est dans une phase où effectivement, il faut un peu poser le sac et se poser la seule vraie question, qu'est-ce qu'un banquier? Qu'est-ce Mm. qu'on attend du banquier? Là aussi, la Banque centrale a vu ses missions évoluer, le banquier aussi a vu ses missions évoluer. Le banquier n'est plus... Et donc, avoir une vraie réflexion sur ce que c'est qu'une banque, et une réflexion, je dirais, dans une logique libérale. C'est de l'expérience. Il faut alléger le plus possible un certain nombre de contraintes sur les banques, leur dire, écoutez, voilà,
les histoires qui consistaient à dire le Glass-Steagall Act, c'est mal, une- la bénédiction, parce que comme ça, la doctrine Germain, comme on disait en France, c'est-à-dire le banquier, c'est un coffre-fort, il faut surtout pas. Non, le banquier, il prend des risques, mais il faut véritablement lui laisser une vraie liberté de définir sa mission, ses financements, ce qu'il peut faire. Et il faut se poser la question de savoir comment on répond à cette situation paradoxale, mais fondamentale, qui est que le client est le créancier du Mmh, banquier. Donc, bien sûr. le créancier prend des risques, mais le client refuse ces risques. Donc, comment on articule ça? Je comprends. En tout cas, on verra dans les prochaines années qui a raison parce que, clairement, Christine Lagarde, elle défend une vision, bah, très auto-centrée sur l'euro avec cet euro numérique et Trump, lui, libéralise le dollar avec cette création, en tout cas cette facilitation de créer des stablecoins dollars. Mais j'aimerais revenir justement aussi à la stratégie de Trump. Au-delà de libéraliser, le dollar, une de ces mesures d'ailleurs qu'il avait aussi annoncé, à Bitcoin Nashville, en 2024, c'est de créer cette fameuse réserve stratégique en Bitcoin. Hmm. Bon, alors je ne sais pas si vous avez le détail de ce qu'il a réellement fait, mais concrètement, il n'a pas, comment dire? Mis en place une procédure d'achat de Bitcoin. Ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est qu'il a transformé les saisies judiciaires de Bitcoin en réserve stratégique. Hmm. Pour justement pas, alors je ne sais pas d'ailleurs pourquoi stratégiquement il l'a fait, mais c'était pas pour s'endetter, en tout cas, voilà, s'endetter plus pour acheter du bitcoin. Lui, ce qu'il a fait tout simplement, c'est qu'il a saisi, enfin les bitcoins saisis judiciairement ont été du coup placés, donc au Fort Knox Hmm. numérique là, voilà, pour, du coup conserver du bitcoin dans ses réserves stratégiques. Je voulais déjà avoir votre avis là-dessus, sachant que d'autres États commence à emboîter le pas. Alors, non pas encore une fois en achetant du bitcoin, mais plutôt déjà en transformant les saisies judiciaires en réserve. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Non, Heu, ça pose la question fondamentale sur qu'est-ce que la monnaie et surtout, normalement, l'État américain, il perçoit des impôts en dollars et il mmh verse des salaires, il dépense de l'argent en dollars. mh, Et donc, ce qui est accepté sur le territoire des États-Unis, mmh, c'est le dollar. Et en Europe, pareil. C'est-à-dire, mmh normalement, les États européens de la zone euro, ils perçoivent des impôts en euros, ils s'endettent en euros, ils promettent de fournir à leurs créanciers des intérêts en euros, à leurs fonctionnaires des salaires en euros mmh. et à leurs fournisseurs des factures régulées et payées en euros. Ouais, Et d'accord. donc, avoir des bitcoins, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que fondamentalement, c'est aller contre la loi monétaire qui est la loi qu'ils appliquent normalement à leur population. En théorie, oui, oui. Si l'État se met à dire, écoutez, finalement, moi, je vais payer, vous pouvez payer en euros, mais vous pouvez payer en bitcoin, et puis vous payez aussi Alors là, en coquillage, et vous pouvez payer. Alors, à partir de ce moment-là, le système monétaire explose. j'entends, mais sauf que là, et j'aurais dû mieux poser ma question. Mais encore une fois, et ça, j'invite, les auditeurs à regarder l'épisode 1 parce qu'on en a longuement parlé, mais plutôt il faut voir Bitcoin sous l'angle, de l'or. Et on a dit justement dans cet épisode 1 que les banques centrales commençaient elles-mêmes à acheter de l'or, Les banques centrales, oui, mais pas les États. pas les États. Et si vous voulez, la Oui, Banque mais centrale, alors, si je dis pas de bêtises, parce que je veux pas dire de bêtises et ça, faudra, me redire dans la vidéo, mais je crois que c'est la banque centrale justement, c'est la Fed, hein. oui, absolument. C'est la Fed qui du coup a conservé les bitcoins. Mais c'est-à-dire que C'est pas l'État, c'est pas oui, les l'État, États-Unis. il a reversé auprès de la Fed, qui est son banquier. Voilà, c'est ça. Mais l'État a conscience qu'il ne peut pas l'utiliser sous forme de Bitcoin. Mais il faut le voir, non mais voilà, faut pas le voir comme moyen de paiement et cetera, comme vous venez Voilà. de le dire juste avant. Il le voit comme de l'or, en fait. Il Oui, oui. thésaurise, Donc l'État et thésaurise comme il peut thésauriser de l'or, de mais l'or, voilà. Il le voit sous la même, ou comme l'État peut acheter des immeubles et puis garder. Bon, donc, et donc effectivement, la question qui est derrière tout ça, c'est est-ce que dans les États, dans la structure d'actifs des États, est-ce qu'ils ont intérêt à conserver effectivement, à s'endetter et voilà. symétriquement à mettre en regard de cette dette des actifs en Bitcoin. Alors là aussi, la vocation d'un État, c'est pas de spéculer. Le Mmh. Bitcoin, c'est quand même un actif, c'est un actif spéculatif. Donc, Mais comme l'or.
Comme l'or, oui, oui, mais les États n'achètent pas Mmh. d'or, c'est leur banque La centrale qui banque achète, centrale, pardon, c'est les les banques banques centrales. centrales, oui, Banque c'est les banques centrale, centrales. mmh. Alors après, est-ce que les banques centrales, Voilà, est-ce qu'elles OK. peuvent, elles, se mettre à acheter des bitcoins? Et donc, je pense que Pourquoi pas? pourquoi pas? Pourquoi Pourquoi pas? pas? Pourquoi pas? Mais il y a une telle volatilité, c'est ce que disent d'ailleurs les banquiers centraux, il y a une telle volatilité sur le bitcoin qu'il vaut mieux avoir des actifs qui sont d'ailleurs quand vous regardez le bilan de la Banque centrale européenne, ce qui est intéressant, parce que les banques centrales se sont mises à perdre de l'argent. Elles se sont mises à perdre de l'argent sur la valorisation de leur stock de dette publique. Quand les taux d'intérêt montent, la valeur des actifs sous forme de dette baisse et donc elles se Mmh. sont mises à perdre de l'argent. Mais en revanche, l'or leur a rapporté énormément d'argent. Eh Mais oui. comme elles considèrent que c'est un actif relativement volatile, elles n'ont pas encore consolidé sous forme de fonds propres les gains liés à l'or. Elles considèrent que si ça se trouve, la tendance peut se retourner et ce qui aujourd'hui va améliorer considérablement leur situation financière peut au contraire provoquer des pertes si jamais la valeur de l'or baisse. Et donc la Banque centrale, normalement, elle a vocation à avoir des actifs qui sont des actifs, a priori, qui sont des actifs à la fois peu Bien volatiles sûr. et surtout, normalement, elle a des droits sur le système bancaire. C'est le quantitative easing qui fait qu'elle s'est mise à avoir de la dette publique et donc aller au-delà de la dette publique, commencer à aller vers des actifs de plus en plus volatiles. La dette publique, c'est pas risqué, mais c'est volatile. Encore une fois, quand les Après taux je me d'intérêt bougent, la valeur de ces actifs bouge. je me rends pas compte et je sais pas si vous avez l'info, mais typiquement, dans les réserves, de la Fed, quelle est la part d'or? Je me rends pas compte, en pourcentage. Oui, non, moi non plus, je me rends Ouais, pas compte, mais c'est ouais, assez c'est important, hein, assez ouais, ouais. c'est assez important parce que la Réserve fédérale n'a jamais véritablement vendu son or. Et Elle a justement, toujours et dit, d'ailleurs, il y a fameux et puis d'ailleurs, je sais pas si vous avez suivi, mais Trump, quand il est arrivé, il a dit: «On allait faire un audit de Fort Knox», là, oui, oui, justement, parce qu'en fait, on dit qu'il y a, je sais plus, de millions de tonnes de trucs, mais en fait, qui a vérifié? oui, oui, Voilà, c'est absolument, ça, c'est ça. Il y a eu cette effectivement, polémique. D'ailleurs, on en a plus entendu parler de cette histoire. Mais effectivement, ce serait voir finalement en pourcentage, quel est, ce qui et est surtout, ça n'a intéressant. pas été réévalué par rapport au prix. Au prix, c'est-à-dire C'est que toujours 35, oui, 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 c'est-à-dire que, normalement, ah oui. maintenant, dans la comptabilité, qui est la comptabilité en Mmh. mark-to-market, en valeur de Mmh. marché et donc on valorise le stock d'or sur, le prix normalement officiel de l'or et puis on dit: «Il y a quand même le mark-to-market» mais on l'intègre pas en bénéfice, on l'intègre pas dans les fonds propres Mmh. parce que ça peut bouger et ce qu'il y a d'intéressant, c'est quand même que les banques centrales, anticipent une évolution positive malgré tout du prix de l'or parce qu'alors en 71 donc quand Nixon déconnecte, J'allais en parler. et oui, donc il y a 38 000 tonnes d'or qui sont dans les caisses des banques centrales, hein. Et aujourd'hui, j'avais regardé ça récemment, il y en a OK. 36 000 tonnes, hein. Donc OK. ils en ont vendu dans les années 70, on leur a dit: «Il faut vendre, il faut Mmh. vendre». Maintenant, ils se sont remis à acheter et ils ont à peu près le même quantité d'or que au moment où l'or était véritablement le centre du système monétaire. OK, et d'ailleurs, c'est une excellente transition, donc merci Jean-Marc pour ça. J'aimerais revenir à la dimension d'étalon or. Donc, vous l'avez rappelé tout à l'heure et on l'a aussi rappelé rapidement dans l'épisode 1, que le 15 août 1971, le président des États-Unis, de l'époque, Nixon, a déclaré de manière unilatérale à la télé que, il arrêtait, enfin il supprimait de manière provisoire, les accords de Bretton Woods et qu'il n'y avait plus de convertibilité hors dollar. Bon, Mmh. ça c'était quand même, alors j'étais pas encore né, à ce moment-là alors que vous l'étiez. Je l'étais, oui, Voilà, absolument. et donc déjà, en fait, est-ce que vous pouvez nous dire comment, en fait, les gens ont réagi à cette nouvelle? Parce qu'on était en pleine guerre aussi du Vietnam, qu'il fallait aussi, si je dis pas de bêtises, hein, qu'il fallait justement financer cette guerre et que évidemment, augmenter les impôts, c'était des décisions, très impopulaires et que Nixon, à l'époque, a privilégié cette option. Donc comment, en fait, à cette époque-là, les gens ont réagi? Et après je poserai d'autres questions. Mais Oui, ouais, oui, il faut bien voir, ouais, faut se remettre dans le oui, oui, contexte. oui, il faut voir dans le contexte, 3 choses. La première chose, on Mmh. est le 15 août et tout ça. Je rappelle le ministre de l'économie et des finances, c'est Valéry Giscard d'Estaing et donc les gens qui sont à la direction du Trésor, appellent le cabinet et le cabinet dit: «Non, on va pas le déranger pour Ah ça, bon? faut Ah oui!
était en vacances. Bon. Mais il n'y a Ouais, pas que le ça cabinet du ministre qui réagit comme ça. Ce que racontait aussi donc le grand journaliste de l'époque au Monde, c'était Paul Fabra, qui était effectivement. Et donc, on prévient Paul Fabra. Paul Fabra appelle son rédacteur en chef. Il est en vacances en Savoie. Et il dit, est-ce qu'il faut que je rentre? Le rédacteur en chef dit, non, non, c'est anecdotique, tu régleras ça en rentrant, à la bon, rentrée, à la rentrée, bon. ouais. Donc c'est vécu comme étant une espèce de coup un peu médiatique de OK. Nixon, bon, mais bon, très bien. Mmh. La deuxième chose, c'est qu'il faut voir l'argumentation de Nixon à l'époque, c'est-à-dire qui rejoint un peu celle de Trump. C'est-à-dire que Nixon dit, je fais effectivement la guerre du Vietnam, j'ai des dépenses qui sont des dépenses budgétaire élevé. La conséquence, c'est que j'ai un déficit extérieur. C'est les doubles déficits. Je dépense beaucoup d'argent pour mon armée et cet argent n'est pas productif. C'est-à-dire que cet argent ne crée pas de richesse. Donc, je mets en circulation sur le territoire des États-Unis beaucoup de dollars parce que je paie mes soldats, parce que je paie les fournisseurs d'armes qui sont détruites dans la foulée au Vietnam. Et donc ça n'est pas productif. Et donc la conséquence de ça, c'est que ce pouvoir d'achat qui ne trouve pas la production américaine en regard va chercher la production européenne et la production japonaise. Or, que font les gens qui reçoivent les dollars que je leur donne depuis cet exalté de Gaulle, même si Nixon disait De Gaulle est un grand homme, mais enfin bon, Ouais, depuis ouais. cet exalté de Gaulle, ils viennent nous chercher notre or. Et donc, on protège l'Europe et le Japon, et au lieu de nous remercier, ils nous pillent notre or. Donc, je déconnecte les deux, et donc, je vais chercher à réaugmenter la valeur de mon stock d'or, de façon à avoir un peu d'oxygène par rapport aux demandes des gens. Et puis, je vais obtenir des Européens et des Japonais qui contribuent davantage à la guerre du Vietnam et à l'effort militaire de l'Occident face aux communistes. Bon, il ne va pas y arriver. C'est-à-dire, donc, en 73, il a d'autres préoccupations. D'ailleurs, en 73, il est impliqué dans l'affaire du Watergate. Donc, il dit, bon, écoutez, tous ces Mmh. problèmes, un peu comme le cabinet de Giscard ou comme Le Monde, Ah, on s'en fout, on on s'en s'en fout, fout, tout ça. Bon, ouais. allez, hop. Et Milton Friedman dit, écoutez, vous n'avez qu'à faire un système de change flottant, puis on trouvera la bonne parité. Et puis en 76, on abandonne là. La troisième réflexion, c'est que effectivement, à cette époque-là, il va y avoir une espèce de campagne pour dire l'or va disparaître. Et donc, je ne veux pas m'acharner sur Giscard, mais Giscard lance un emprunt qui est indexé sur l'or. Donc, à partir du moment où l'or n'a plus ce rôle monétaire de référence, ça ne sert à rien. S'il ne sert à rien, ça va s'effondrer. Donc, je fais un emprunt qui est indexé sur l'or, et à partir de ce moment-là, je vais rembourser Mmh. C'était ça des sa clopinettes. vision, Bon. Et donc, on a ramassé 6 milliards de francs et on en a remboursé 78 milliards. putain. Et Et donc, ça avait dû faire polémique à l'époque ça? Je ne savais même pas quand cette ça a histoire. été remboursé, oui, Ah d'autant ouais, plus ouais, qu'il a été incroyable. remboursé. Donc, à l'époque, c'était Mitterrand qui était président. Et donc, Mitterrand s'était permis de dire, voilà, il était inspecteur des finances, il m'a donné pendant la campagne électorale des leçons d'économie. Il me coûte cher quand même. Et alors Giscard avait dit, écoutez, non, parce que alors, grâce à l'indexation sur l'or, on a eu des taux d'intérêt beaucoup plus bas parce que les Oui. gens... Et donc, effectivement, ce qu'on a payé en capital, on l'avait économisé en intérêt. Mais en fait, ce n'était pas aussi arithmétiquement vrai que ce qu'il racontait. Mais toujours est-il qu'à l'époque, on vit ça comme la fin de l'or. Et on en revient au Bitcoin et à tout ça. C'est-à-dire, Ouais. il y a l'épargne, les gens qui s'associent à un projet de création de richesse et tout ça. Et puis, il y a l'angoisse et il y a la spéculation. C'est les gens qui se disent, il y a des choses qui, de toute façon, ne perdront pas de la valeur. Et l'or, c'est typiquement au niveau mondial, hein, parce qu'on dit le français, on lui présente un Napoléon, il a les larmes dans les yeux et tout ça, la pièce, tout ça, l'empereur et tout. Mais dans le monde entier, effectivement, il y a des gens qui se disent, à la fin des fins, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand De Gaulle fait sa célèbre déclaration de 65, où il dit l'or c'est la monnaie, l'or c'est la référence et tout ça, le président des États-Unis qui est Johnson, il dit ces vieux con là, et il dit mais est-ce qu'il a compris que ça se mangeait pas? C'est-à-dire que une fois qu'il aura mis tout cet or dans les caisses de la Banque de France, dans les caves de la Banque de France, est-ce que Qu'est-ce qu'il va en faire, quoi? qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il va va en en faire? faire? Qu'est-ce qu'il va en faire? Mmh. Et donc la question se pose Mmh. effectivement, ça ne se mange pas,
bien Mais sûr. les gens attachent de la valeur, de l'importance à sa détention. Et pareil, j'aimerais revenir pour moi qui est, évidemment le fait de ces, 60 dernières années maintenant, c'est effectivement le 15 août 1971 parce que là, on est rentré vraiment dans le début du fameux, enfin en tout cas dans l'ère des monnaies fiat, des monnaies fiduciaires basées sur rien, parce qu'avant Rien. elles reposaient sur l'or, grâce aux accords de Bretton Woods et donc là, on est rentré évidemment dans cette folie, d'ailleurs, inflationniste, des dettes, parce qu'en fait, quand on voit, toutes les conséquences de cette décision à la fin des accords de Bretton Woods, on voit que l'inflation a explosé, les dettes ont explosé de manière exponentielle, parce que finalement, vu qu'il n'y a plus de garde-fou, quelque part, on arrive à ces conséquences-là. Et donc, j'en viens, et c'est d'ailleurs la théorie de beaucoup de bitcoiners, et qui est personnellement aussi ma théorie, c'est que vu que l'or et le bitcoin, finalement, ont globalement les mêmes caractéristiques, et on a vu que quelque part, bitcoin, c'est de l'or en mieux, pourquoi pas revenir sur un étalon bitcoin qui est, archi, possible et tel que nous on l'envisage, en tout cas les bitcoiners tels que nous on l'envisage, c'est quelque chose qui est possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, en Heu, théorie, ça serait possible, mais moi, je pense que moi, je suis un vieux défenseur de l'étalon or depuis toujours. C'est l'étalon or tel que le j'ai il y avait un journaliste qui me qualifiait de Ricardo Rueffien, disciple de Ricardo et disciple de Jacques Rueff. Donc Jacques Rueff est l'inspirateur du général de Gaulle, et donc Jacques Rueff, effectivement, disait, écoutez, dans cette espèce de maelstrom, d'agitation, tout ça, il y a l'or qui est là depuis la plus haute antiquité, les gens ont confiance. Et surtout, l'or, c'est une vraie contrainte. C'est-à-dire qu'effectivement, la promesse de la fin de l'or, c'était que le change flottant permettrait de trouver le bon taux de change, et le mmh, change flottant n'a pas donné le bon taux de change. Il a donné effectivement une accumulation de réserves dans certaines banques centrales, de pays en déficit, notamment essentiellement les États-Unis, et de pays qui accumulent des excédents et qui se demandent que faire de ces excédents. Et donc, l'avantage de l'étalon or, c'est que il y avait un équilibrage qui se faisait automatiquement. Alors, il se faisait par la déflation, c'est-à-dire par des pressions systématiques sur les coûts. Et donc, l'avantage de l'étalon or, c'est que ça trouve l'équilibre. Et d'une certaine façon, alors ça, c'est le côté un peu moral, strict et tout ça, ça retrouve l'équilibre par la compétitivité, c'est-à-dire par le travail, si on veut retrouver son équilibre de balance des paiements mmh. courants, il faut exporter davantage et donc produire davantage. Mais Jean-Marc, si vous êtes pour les talons or, pourquoi, par construction, même si j'entends que le bitcoin n'a pas encore, l'histoire de l'or, on pourrait intellectuellement se dire que c'est possible, surtout dans un monde numérique, dans un monde, voilà, qui n'est plus, votre monde, on va dire le monde du Mm. passé, si vous me permettez l'expression. Quelque part, on peut se projeter sur le fait d'envisager que c'est possible. Mais alors, c'est possible, mais Vous si vous voyez voulez, vous voyez là où je veux vous emmener? Voilà, oui, c'est ça, c'est que oui, c'est si vous voulez. Mais là aussi, il y a au moment où on a fini, où on prend les décisions, le responsable du FMI s'appelle Pierre-Paul Schweitzer. Et donc, et alors là aussi, il y a tout un débat parce qu'il est né à Strasbourg, mais avant 1914. Et donc, est-ce qu'il est français, est-ce qu'il est allemand? Donc, il se définit comme français, mais de temps en temps, notamment le général dit, bon, il a quand même gardé un vieux fond. euh, OK. Enfin, De Gaulle appréciait Pierre-Paul Schweitzer, qui était une espèce de symbole de la haute fonction publique française. Et Schweitzer dit, écoutez, effectivement, le problème de l'or, c'est qu'il y en a une quantité limitée. On peut trouver quelque chose de plus conforme à la réalité moderne. Et on invente le DTS, donc qui est la monnaie créée par le FMI. OK. Et puis, il va voir les Américains et il dit aux Américains, mais il faut trouver une règle d'évolution de la quantité de DTS. Il ne faut pas comme ça que ce soit la planche à Mmh. billets sur le DTS. Et les Américains disent, c'est nous qui déciderons la quantité de DTS qu'on met en circulation. Et donc Schweitzer dit, non, il faut qu'on se fixe une règle. Bon, Bitcoin est censé fixer une règle en disant, voilà. Sauf que les Américains lui disent, mais vous savez, si on fixe une règle, on pourra la changer du jour au lendemain. Et donc, sur Bitcoin, si Ah, on il fixe, on pourra la changer du jour au lendemain. ah non, sur bitcoin justement. Ah, c'est exactement l'inverse, On Jean-Marc. pourra On ne peut pas relancer. on ne peut pas justement, alors là, c'est très important et on va conclure là-dessus, c'est que justement, les règles
du Bitcoin sont immuables. C'est-à-dire que lorsque Bitcoin a été lancé le 3 janvier 2009, les règles n'ont absolument pas changé. J'entends bien. Mais Et à donc, c'est partir... pour ça que, Oui, justement, oui, oui, oui. Sauf c'est- que la géologie, elle s'impose. Alors que la ah, volonté humaine, on peut toujours la changer. pour le coup, vraiment, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que et c'est ce qui fait la force du Bitcoin, c'est sa prévisibilité et À sur, l'instant et T, oui. sur, et sur le fait que, justement, techniquement, pour changer le consensus, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'il faut à la fois réunir les mineurs, les développeurs, les validateurs et les utilisateurs. Donc là, il faut mettre tout le monde d'accord. Donc c'est pas impossible, mais c'est extrêmement peu probable. Et que cette limite, typiquement des 21 millions, ne sera, de mon point de vue, jamais Oui, mais on peut effacée. lui trouver un concurrent dans la foulée. Peut-être. Bon, du coup, en tout cas, on va Parce conclure que la, voilà, l'or, on lui avait trouvé l'argent, on a réussi à le sortir, mais on lui avait quand même trouvé à un moment peut-être. En donné tout cas, l'argent. ce sera peut-être une ouverture pour un prochain podcast, Jean-Marc. Merci infiniment Mais je vous en prie. d'avoir accepté C'est moi, merci de m'avoir fait venir. mon invitation. C'était vraiment très intéressant et je suis sûr que les auditeurs vont apprécier notre échange. En tout cas, merci infiniment de nous avoir écoutés. C'était passionnant. Merci encore. Et donc, on se retrouve, nous, tous les dimanches pour un nouvel épisode du podcast de Surfing Bitcoin. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Au revoir.